Bonjour à tous et bienvenue à ce 15e épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une idée qui fait de plus en plus son chemin dans les pays concernés. Et si le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni s'unissaient pour former une grande fédération? C'est un projet qui peut avoir l'air de politique fiction, mais c'est une proposition sérieuse, avancée par des politiciens très influents, qui ont pour objectif de créer une nouvelle grande puissance, le CANZOC. On aura l'occasion d'expliquer en détail ce que ça implique, les avantages, les défis, mais aussi les questions que ça soulève. On poursuit ensuite avec le récit d'une défaite militaire cinglante, d'une leçon d'humilité, servie à la plus grande puissance du monde ainsi qu'à 40 de ses alliés. 20 ans après l'invasion de l'Afghanistan, les États-Unis lèvent enfin le drapeau blanc et renoncent à une campagne désastreuse qui aura coûté des milliards de dollars, fait des dizaines de milliers de victimes civiles et laissé une tache indélébile sur la réputation de Washington. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. Si le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni décidaient de s'unir pour former une grande fédération répartie à travers les océans du monde, quel résultat ça donnerait? C'est une expérience de pensée intéressante parce que sur papier, ce serait certainement une grande puissance. Les 4 pays sont riches, sont développés, il faut aussi le dire. Les 4 ont un héritage politique qui se ressemble énormément. Ils ont le même système de loi, ils ont les mêmes origines britanniques, sensiblement le même poids diplomatique, et même si les Québécois n'aiment pas se le faire rappeler, les 4 pays ont encore la reine d'Angleterre comme chef d'État. Donc la question se pose, est-ce que ce serait une bonne idée de bâtir sur ces liens et de s'unir dans une fédération? C'est pas juste de la politique fiction, c'est une vraie proposition qui est appuyée par de plus en plus de gens dans les cercles politiques des 4 pays concernés. Ça s'appelle le CANZOC, pour Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Faut dire que c'est loin d'être une nouvelle idée. En fait, tout au long de l'âge d'or de l'Empire britannique, il y a eu des discussions à l'idée de créer un énorme État à partir des meilleures possessions anglaises, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Afrique du Sud. Ça a été un débat sérieux parce qu'à ce moment-là, on se questionnait à savoir ce qui était le mieux, un État civilisationnel ou un État national. Les guerres du 20e siècle ont tué l'idée d'un État civilisationnel et avec le mouvement de décolonisation, le monde s'est articulé autour de l'État national, autrement dit, à chaque peuple, son État, à quelques exceptions bien sûr. Donc pendant des années, l'idée de la Grande Alliance britannique est un peu tombée dormante. Il y a eu l'Union européenne, le Canada s'est aligné sur les États-Unis et la Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont rapprochés pour former un bloc cohérent. Tout le monde est parti dans sa propre direction. Mais aujourd'hui, l'espèce de tranquillité stratégique à laquelle on a assisté depuis la fin de la guerre froide est en train de s'effriter. Et clairement, l'ordre mondial va drastiquement changer au cours des prochaines années. D'abord, les États-Unis entrent dans une phase de réclusion. Ensuite, la Chine devient une superpuissance et la Russie, de son côté, s'est largement relevée de l'effondrement de l'URSS. Vous comprendrez que tout ça force un énorme recalcul partout à travers le monde pour essayer de s'adapter à une nouvelle réalité, celle d'un monde multipolaire, donc où il existe une multitude de pôles d'influence, plutôt qu'unipolaire, où il en existe seulement qu'un, ou bipolaire, où il en existe seulement 2. Comme pendant la guerre froide, par exemple. C'est un changement énorme, et ce serait déjà suffisant pour que des gens réfléchissent sérieusement à des nouvelles alliances. Mais ce qui a vraiment relancé l'idée du CANZOC et qui lui a donné un nouveau souffle, c'est en fait le Brexit. Parce que maintenant que les Britanniques ne font plus partie de l'Union européenne, ils n'ont pas le choix de chercher pour des nouveaux partenaires, autant diplomatiques que commerciaux, et même
militaire. Donc immédiatement, on regarde dans la direction de ce qu'on considère comme des alliés naturels, des pays longtemps vassalisés, qui paient encore littéralement un tribut à la reine d'Angleterre, des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr le Canada. C'est vu comme un retour aux sources, un appel historique aux origines britanniques, mais aussi comme une solution à un monde de plus en plus instable. Après tout, il faut le dire, les 4 pays, lorsque pris individuellement, sont très loin d'être des grandes puissances et leur dépendance à des voies maritimes qu'ils pourraient jamais espérer défendre est une vulnérabilité gigantesque. Pensez-y un moment, le Royaume-Uni est une île, même chose pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie aussi. Le Canada, de son côté, a 3 immenses côtes sur 3 océans qui sont essentiels à l'économie. Pourtant, aucun des 4 pays ne peut assurer la sécurité des voies maritimes. S'il fallait qu'éclate un conflit ou juste que les Américains arrêtent de garantir la liberté de navigation, ce serait une catastrophe. Les pays du CANZOC n'ont pas vraiment le choix. Géopolitiquement, il faut qu'ils trouvent le moyen de survivre aux prochains siècles. Et c'est là que pour certains, l'idée du CANZOC prend tout son sens. Ce que proposent les défenseurs du projet, ça s'articule autour de 7 grands axes, soit la souveraineté, le commerce, la diplomatie, la mobilité, la confiance, la recherche et la défense. Ça sonne un peu vague, donc on va se donner une idée de ce que ça implique. D'abord, on parle de libre-échange complet et total à l'intérieur du CANZOC. Pas de taxes ni de quotas sur absolument tout. Ensuite, les citoyens d'un pays pourraient aller librement dans l'autre, donc liberté de mouvement complète, en plus d'un droit de travail et d'un droit de résidence. D'une manière, les frontières d'un pays deviennent les frontières de tous les autres. Au niveau des qualifications, si quelqu'un est considéré comme étant qualifié pour une certaine profession dans un pays du CANZOC, alors il serait considéré comme ayant les mêmes acquis dans tous les autres membres, sans avoir à suivre de mise à niveau. C'est déjà un programme assez ambitieux, mais c'est rien comparativement à ce qui vient. On suggère de faire des commandes militaires communes pour réduire les coûts, de joindre les forces navales pour défendre les voies maritimes et même de créer des ambassades communes à l'échelle internationale. Évidemment, ça soulève des grosses questions de souveraineté. Qui va décider de tout ça? Est-ce qu'il faudrait un nouveau Parlement supranational, comme en Union européenne? Là-dessus, les défenseurs du CANZOC sont plus ou moins convaincants. Ils disent que la souveraineté resterait au sein du Parlement de chacun des pays. C'est difficile à croire parce que décidément, il faudrait éventuellement avoir des institutions communes. Sinon, il n'y a rien pour garantir la cohésion entre les États membres. Mais quand même, des gens très sérieux proposent le CANZOC comme la voie du futur, donc ça vaut la peine qu'on examine l'idée en profondeur. D'abord, c'est clair qu'il y a certains avantages. On l'a dit plus tôt, les 4 pays présentent certaines similarités au niveau politique, culturel et géographique qui peuvent servir de levier dans une fédération. Pour les 4 pays, ce serait une excellente manière d'apporter un contrepoids à l'influence étrangère dominante. Pour le Canada et le Royaume-Uni, ce sont les États-Unis. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est la Chine qui exerce de plus en plus de pression. En formant un seul bloc, les 4 pays pourraient parler d'une seule voix sur certaines questions et faire avancer leurs intérêts sur la scène internationale. Dans un monde régi par les rapports de force, un siège à l'ONU n'est pas suffisant pour se faire entendre. Il faut qu'on soit à la table des adultes, avec Washington, Pékin et Moscou. Et pour ça, on ne peut pas être une puissance secondaire ou régionale. C'est pas assez. Au niveau militaire, il y a aussi un certain nombre d'avantages tout à fait légitimes. Pour le Canada, la dépendance aux États-Unis est toxique, malsaine et frôle carrément la vassalisation. C'est pour ça que le Canada prône autant le multilatéralisme. Pour lui, c'est la seule façon d'échapper aux griffes de Washington. C'est aussi pour ça que vous voyez au Canada un appui aussi fort pour l'OTAN, parmi les plus forts de toute l'Alliance, parce que c'est une manière de se faire défendre par les États-Unis tout en équilibrant le rapport de force, en incluant plusieurs autres pays. C'est une bonne idée, mais aujourd'hui, l'OTAN est de plus en plus dysfonctionnelle, donc il faut trouver une solution. En formant une alliance, les pays du CANZOC pourraient théoriquement quadrupler leur capacité militaire, sans passer par les États-Unis. Pour des États qui n'ont pas nécessairement des milliards à investir dans la défense, c'est une option extrêmement intéressante, puisque ça permettrait en plus de réduire les coûts sur l'acquisition du matériel
ou l'armement. Pour le moment, les 4 pays sont essentiellement obligés d'acheter de l'armement américain, même si ce n'est pas toujours le meilleur rapport qualité-prix. Il serait maintenant possible de produire des armes de façon indigène, puisqu'il y aurait enfin un marché pour les acheter. Ça change complètement la dynamique. Pour des pays qui veulent s'affranchir des grandes puissances, c'est un peu la seule option. L'idée du projet, c'est de reconnaître la brutale réalité. Les pays du Kanzok n'ont pas les moyens de défendre leurs intérêts stratégiques. Et se fier sur quelqu'un d'autre pour le faire, c'est une recette pour le désastre. Dans la vie comme en géopolitique, il n'y a rien de gratuit. Donc il y a certains avantages, mais il y a aussi des grosses questions qui nous font douter que tout ça est réellement possible ou même désirable. D'abord, il y a l'éléphant dans la pièce, la géographie. Les partisans du Kanzok aiment bien additionner les forces armées et l'économie des 4 pays pour arriver avec des chiffres mirobolants. Mais la réalité, c'est que tout ça vaut absolument rien si les États membres ne sont pas capables de synchroniser leurs ressources. Et avec des milliers de kilomètres d'océan pour les séparer, c'est loin d'être clair que c'est réalisable. C'est vrai que les 4 pays dépendent de la mer, mais il y a toujours bien des limites. Le Canada est un pays arctique. Même si les pays du Kanzok décidaient de construire des frégates ou des sous-marins, par exemple, les besoins du Canada sont drastiquement différents de ceux de l'Australie. Même chose pour les avions, les fusils, les équipements lourds et tout le reste. Est-ce qu'un pays comme le Royaume-Uni, qui opère des porte-avions, voudrait vraiment acheter les mêmes appareils que la Nouvelle-Zélande, qui n'a aucune prétention offensive? Bref, c'est pas si simple. Il y a clairement un niveau de convergence qui est possible, mais on arrive rapidement aux limites. Prenons la question commerciale pour un autre exemple. Le Québec tient férocement au système de gestion de l'offre qui instaure des quotas sur les produits laitiers. Au sein du Kanzok, ce serait interdit. En fait, le Québec en soi serait un énorme problème dans l'Alliance puisque ce serait la seule nation francophone et de manière générale, les Québécois s'opposent à l'influence de la couronne britannique. Si le Canada essayait de rejoindre le Kanzok au nom de la nostalgie pour la couronne ou de l'affinité pour les peuples anglophones, ce serait contre les intérêts du Québec et probablement aussi contre sa volonté. Ensuite, il ne faut pas penser que les États-Unis ne feraient pas tout en leur pouvoir pour noyer le poisson dans l'eau et empêcher que le Kanzok se réalise. Premièrement, ça affaiblit considérablement l'OTAN. Deuxièmement, ça réduit l'influence des États-Unis. Et troisièmement, ça crée un nouveau pôle d'influence en dehors de l'orbite de Washington. Tout ça est inacceptable pour les Américains. Il faudrait s'attendre à des représailles sérieuses, peut-être même à une remise en question de certaines garanties de sécurité qui sont actuellement offertes au pays du Kanzok. Après tout, si vous voulez tellement vous défendre vous-même, alors pourquoi on vous aiderait? La question est légitime. Finalement, il y a un autre point majeur dont on a discuté plus tôt, et c'est celui de la souveraineté. Les 4 pays ont beau partager un certain héritage et restent extrêmement différents les uns des autres et prétendent que ce qui est bon pour le Canada est aussi bon pour l'Australie ou le Royaume-Uni en matière de commerce, de défense et de diplomatie. C'est loin d'être nécessairement vrai. Mais quand même, un peu partout à travers les pays du Kanzok, les politiciens commencent de plus en plus à s'afficher ouvertement en faveur du projet. En fait, on en parle depuis 2015, mais le contexte politique n'a jamais été aussi favorable qu'aujourd'hui. Au Royaume-Uni, une aile parlementaire milite pour le Kanzok, tout comme nul autre que le premier ministre du pays, Boris Johnson. En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern a elle aussi souvent signalé son appui au projet. Et finalement, au Canada, c'est le chef de l'opposition, soit Erin O'Toole du Parti conservateur, qui mène la charge pour le Kanzok. Avant même d'être élu chef, O'Toole était le plus grand défenseur canadien du projet et quand il est arrivé à la tête du Parti conservateur, les membres ont voté à 97% en faveur de l'inclusion du Kanzok sur la plateforme officielle du Parti conservateur. Depuis des mois, le chef conservateur multiplie les éloges pour Kanzok, mais son approche semble s'être modérée un peu. Dans ses sorties, O'Toole mentionne une forme de collaboration, mais il reste extrêmement vague sur la forme que ça prendrait. C'est peut-être une façon d'éviter le sujet, mais si vous voulez mon avis, ça semble plutôt être une manière d'élargir le débat, en ouvrant la porte à quelque chose de plus informel, à une sorte de rapprochement plutôt qu'à une fédération en tant que telle. Parce que même si les pays du Kanzok sont différents, même si les limites sont évidentes et que le potentiel de collaboration est limité, il n'est pas non plus inexistant.
Les défis géopolitiques qu'on a énumérés sont bien réels. Le monde change et il faut s'adapter. C'est absolument vrai que les pays du CANZOC partagent un certain nombre de réalités stratégiques et parler d'une seule voix pourrait être un avantage sur certains enjeux, notamment face à la Chine. Ensuite, on ne peut pas nier que le CANZOC apporterait un contrepoids à l'influence américaine pour des pays intermédiaires qui sont pour le moment largement des satellites américains. Juste ça, c'est un avantage intéressant. Donc la vraie question, celle qu'on devrait poser, c'est celle de l'équilibre. Tout le monde au sein du CANZOC veut la même chose et c'est garder sa souveraineté. C'est un bon point de départ parce que le projet peut être ajusté en cours de route. Donc si tout le monde est d'accord sur l'intention, on devrait pouvoir trouver une entente. Ce que ça veut dire, c'est que le vrai débat est moins dans la forme que dans l'idée en tant que telle. On est rendu à l'étape de se poser des questions extrêmement sérieuses sur l'avenir géopolitique du Canada. Est-ce qu'on veut rester un vassal américain ou est-ce qu'on veut s'aligner avec la couronne britannique et ses anciennes colonies? Si c'est ni l'un ni l'autre, alors comment est-ce qu'on devrait se positionner à l'international? C'est un débat difficile, mais malheureusement, le Canada est affligé d'une grave maladie, une déficience paralysante dont le principal symptôme, c'est l'incapacité chronique à débattre de politique étrangère. On n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas en élection et c'est tout juste si on frôle le sujet au Parlement. Ça s'est empiré dans les dernières années. Mais là, on parle d'un engagement à très long terme, qui a des conséquences profondes. Donc, on ne peut plus se permettre d'avancer en somnambule. Il va falloir qu'on ait un débat national. Donc, aussi bien le commencer ici. Selon vous, est-ce que le CANZOC est une bonne idée pour le Canada? Est-ce que c'est un projet réaliste? Si oui, quelle forme ça devrait prendre? Et sinon, c'est quoi l'avenir des pays comme le Canada pour le prochain siècle de politique? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous avez à dire là-dessus? Après 20 ans d'intervention militaire, les États-Unis s'apprêtent enfin à retirer leurs dernières troupes d'Afghanistan. Ce qu'ils laissent derrière, c'est un pays au bord de la guerre civile, avec un des niveaux de vie les plus bas de la planète. Ils laissent un échec cinglant, une catastrophe humanitaire qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils et qui a endetté les États-Unis de centaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, on fait ensemble le bilan de l'invasion et de l'occupation de l'Afghanistan pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. On va exposer à quel point c'est une défaite humiliante pour tous les pays qui ont participé, mais aussi des scénarios potentiels pour les prochaines années. D'abord, il faut savoir qu'en 2001, au moment où commence l'invasion de l'Afghanistan, les Américains pensent avoir toutes les bonnes raisons du monde et leur objectif est relativement clair. Ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser des talibans qui dirigent le gouvernement parce qu'ils sont persuadés que l'Afghanistan est une plaque tournante du terrorisme international et donc une menace aux intérêts des États-Unis. Donc le plan est simple. On intervient, on remplace le gouvernement et on repart. Et durant les premières semaines de l'invasion, tout se passe exactement comme prévu. La coalition internationale est un rouleau compresseur. L'opération commence en octobre 2001 et au début décembre, les talibans sont déjà écartés du pouvoir. Les Américains crient victoire, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Parce que tout le monde savait que les talibans allaient tomber rapidement. C'était pas ça la question. La vraie question, c'est comment la coalition internationale allait stabiliser le pays une fois le nouveau gouvernement installé au pouvoir. Parce qu'il faut bien se comprendre. Le premier jour du nouveau gouvernement a été le premier jour de l'insurrection des talibans. Dès qu'ils ont été écartés du pouvoir, les talibans ont lancé une campagne de résistance avec des attaques contre la coalition internationale et contre le gouvernement afghan pour reprendre le contrôle sur des poches de territoire un peu partout à travers le pays. En Afghanistan, en milieu rural et dans les régions plus éloignées, le contrôle du gouvernement est pratiquement nul. Donc à l'inverse, c'est là que les talibans exercent le plus d'influence. Alors pour empêcher que les talibans ne reprennent du terrain dans ces endroits, la coalition internationale n'avait pas le choix d'envoyer toujours plus de troupes pour occuper le territoire. C'est plus une invasion, c'est une occupation dont on réalise assez rapidement toute la démesure. Quand Obama arrive en 2009, il pense pouvoir briser l'impasse en envoyant une quantité massive de troupes américaines. En 2009 et 2013, au plus fort de l'occupation,
Il y avait environ 120 000 soldats de la coalition internationale en Afghanistan. Tout ça coûte une fortune, des dizaines de milliards de dollars par année. C'est loin de produire les résultats espérés, parce que les talibans continuent de prendre du terrain et que le gouvernement est de moins en moins en contrôle. À chaque fois qu'il envoyait plus de troupes, Obama promettait que c'était un dernier coup à donner et que tout le monde serait de retour en 2016, avant la fin de sa présidence. Mais à la mesure qu'il réduit la présence américaine à partir de 2014, ce n'est pas le gouvernement afghan qui comble le vide, ce sont les talibans. C'est tellement simple, c'est presque une caricature. Plus il y a des troupes américaines, plus le gouvernement installé par les Américains est fort. Mais plus les Américains s'en vont, plus les talibans reviennent. Parce que c'est important de le comprendre, les talibans sont loin d'être illégitimes. Ils sont loin d'être détestés par la population et il y a beaucoup de gens, surtout dans les régions rurales, qui préfèrent être administrés par les talibans que par un gouvernement au service des États-Unis. Donc au moment où Barack Obama quitte la Maison-Blanche, il est clair pour tout le monde que l'Afghanistan est un échec et que tout de suite, après le retrait des troupes, les talibans vont reprendre le contrôle du gouvernement. Donc pour éviter que l'Afghanistan s'effondre pendant sa présidence, Obama laisse au pays quelques 3500 troupes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il sauve la face en laissant le dilemme des talibans pour le prochain président, Donald Trump. Lorsque Trump arrive, il commence par dire qu'il veut sortir de l'Afghanistan, mais qu'il ne fera pas la même erreur qu'Obama. Il ne dira pas la date et il s'engage à rien. Pour qu'il retire les troupes restantes, il faut que les conditions le permettent. Mais sur le terrain, en Afghanistan, les conditions sont loin de s'améliorer. En fait, au contraire, les talibans continuent de prendre du terrain. Donc en février 2019, Donald Trump pose un geste qui brise l'impasse et qui bouscule complètement le statu quo. Au lieu de les combattre, il offre aux talibans de négocier. Ça en choque plusieurs et les négociations vont être très difficiles, mais un an plus tard, les États-Unis signent officiellement une entente avec les talibans. Ces mêmes talibans pour lesquels ils sont entrés en guerre il y a maintenant presque 20 ans. L'entente est relativement simple. En échange du retrait de toutes les troupes américaines, les talibans s'engagent à cesser leurs attaques et à dénoncer officiellement les groupes terroristes. Pour plusieurs, c'est juste des promesses en l'air pour que les Américains s'en aillent. On ne peut pas faire confiance aux talibans, ils vont reprendre le pouvoir dès qu'ils vont en avoir la chance. Donc, pour discuter de l'avenir de l'Afghanistan après le départ des Américains, Trump organise des négociations directes entre les talibans et le gouvernement afghan. Mais évidemment, les négociations mènent à rien. Le gouvernement veut un cessez-le-feu, alors que les talibans veulent que le gouvernement adhère à leur interprétation intégriste de l'islam. Personne ne veut bouger. Les troupes américaines sont encore sur place et c'est avec cette impasse-là que se termine la présidence de Donald Trump. Quand Biden arrive, il essaie d'accélérer les négociations, mais sans succès. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Mettez-vous à la place des talibans. À chaque fois que des soldats américains s'en vont, ils gagnent en influence. La seule façon d'empêcher qu'ils prennent le pouvoir, c'est de maintenir une énorme présence militaire en permanence. Et ils savent très bien que ce n'est plus une option pour les États-Unis. Donc, quand Joe Biden propose de former un nouveau gouvernement qui inclurait quelques talibans, ils refusent. Parce que pourquoi ils accepteraient? Ils savent que dans quelques mois, le gouvernement, ils vont pouvoir le prendre au complet. Les Américains ne seront plus là. Donc, essayez de négocier avec eux. Le pari qu'ont fait les talibans, c'est que les Américains sont en train de bluffer et qu'ils vont retirer leurs troupes, peu importe le résultat des négociations. Et le 14 avril dernier, on peut dire que les talibans ont gagné leur pari, puisque Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines sans aucune condition. C'est carrément le drapeau blanc. Les États-Unis abandonnent un conflit qui a duré 20 ans. Ce que Joe Biden annonce le 14 avril, c'est que la guerre de l'Afghanistan est perdue. Les talibans sont morts de rire. Les Américains ont pris leur décision unilatéralement, sans négociation, sans condition, sans même d'accord préalable avec les talibans ou le gouvernement afghan. Autrement dit, après 20 ans, ils se sont levés, ils sont partis
et ont claqué la porte. La communauté internationale est hautement divisée. Pour certains, c'est une catastrophe et Biden vient de donner l'Afghanistan aux talibans sur un plateau d'argent. Mais pour d'autres, c'était tout simplement la meilleure des mauvaises options. Depuis le début, les États-Unis cherchent une sortie honorable d'Afghanistan pour sauver les meubles politiquement. Mais Joe Biden semble avoir une approche différente. Une approche qui reconnaît la défaite, qui accepte que la sortie honorable est désormais impossible et qu'elle a peut-être même toujours été. Et autant laisser l'Afghanistan derrière peut avoir l'air de la décision évidente, autant la décision de Joe Biden crée un nouveau risque gigantesque. On sait déjà que ça va mener à une guerre civile, mais ça c'est un dommage collatéral que visiblement les Américains sont prêts à accepter. Le vrai danger, c'est que la guerre civile dégénère et qu'on se retrouve avec un scénario similaire à celui auquel on a assisté en Irak. Les États-Unis sont partis trop vite et c'est des groupes terroristes qui ont rempli le vide. En laissant les talibans aux commandes de l'Afghanistan, les États-Unis roulent les dés et prennent leur chance qu'un nouveau groupe ne va pas émerger. On peut nuancer à l'infini, mais la réalité, c'est que les Américains sont entrés avec l'objectif d'expulser les talibans et qu'aujourd'hui, après 20 ans et au-dessus de 1000 milliards de dollars, les talibans s'apprêtent à reprendre le pouvoir avec la bénédiction des États-Unis. Ce qui se passe est presque incroyable. La plus grande armée du monde, flanquée de 40 de ses alliés, rentre chez elle le nez ensanglanté, criblée de dettes et humiliée par un pays dont le PIB est comparable à celui de la ville d'Halifax. C'est une défaite dont il est difficile de prendre la mesure. Politiquement, la population américaine en sort presque traumatisée. Il va falloir des années pour s'en remettre, pour prendre confiance en la capacité d'intervenir positivement à l'étranger. Il faut dire que c'est peut-être pas une mauvaise chose. En faisant de la recherche et en travaillant sur le dossier de l'Afghanistan, j'ai souvent été choqué, frustré par ce que j'ai vu. La guerre, c'est un dernier recours, le dernier des derniers recours. Et c'est seulement quand la sécurité nationale est directement menacée, pas quand un gouvernement étranger ne nous plaît pas et qu'on a des nouvelles armes à essayer. Si l'expérience de l'Afghanistan peut rappeler la leçon aux États-Unis et à tous les pays de la coalition, ne serait-ce que pour 8 ou 10 ans, ce sera certainement un gain net pour l'humanité. Il est fort à parier que le gouvernement afghan va tomber presque immédiatement après le départ des Américains, mais ce qu'on risque de voir au cours des prochaines années, c'est surtout un pivot majeur du focus des États-Unis, du Moyen-Orient vers l'Asie et leur réel adversaire civilisationnel, la Chine. On vit en ce moment une période historique de réalignement, une sorte de fin de cycle où les cartes sont brassées à une vitesse absolument effarante. 7 jours sur Terre présente, c'est la seule émission qui traite de géopolitique dans tout le Québec et c'est la seule dans toute la francophonie qui est entièrement indépendante. Il n'y a pas d'organisation, de gouvernement ou de mécène qui nous finance, c'est seulement vous. Donc si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez le faire à partir de seulement 99 sous par mois en cliquant « Rejoindre » sur notre chaîne YouTube. On a une petite équipe et chacune de vos contributions fait une différence. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. En terminant, j'aimerais vous montrer une statistique que vous avez le pouvoir de changer dès maintenant. Environ 50% des spectateurs qui regardent notre émission ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est souvent par erreur. Moi-même, ça m'arrive de me rendre compte que je ne suis pas abonné à une chaîne alors que je pensais l'être. Et si tout le monde était abonné, on pourrait doubler nos chiffres très rapidement. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vérifier et de vous abonner pour rien manquer de nos prochains épisodes. Je vous remercie 1000 fois, vous êtes la meilleure audience et tout ça serait impossible sans vous. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois.
En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.